Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là avec nous. On est sur Boursorama et on est surtout à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp à Paris pendant 2 jours. Votre invité à présent, Bertrand Camus, le directeur général de Suez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Un petit mot des résultats quand même, c'était cet été. Au vu des résultats, on peut dire que Suez a tourné la page de la crise ou pas. Et est-ce que manifestement 2021 pourrait être encore meilleur que prévu, avec des résultats qui pourraient être supérieurs, voire dépasser les objectifs? Alors sur le premier semestre 2021, nous sommes complètement en ligne avec les objectifs que nous étions fixés au moment de l'annonce du plan stratégique, Suez 2030. Nous avions à la fois annoncé un niveau de résultat net récurrent à 80 centimes par action, un free cash flow à 500 millions d'euros. Et sur la base du premier semestre, nous sommes complètement en ligne avec ces objectifs. Le retour à la croissance organique, on compare par rapport à 2019, parce que c'est très compliqué de comparer par rapport à 2020, mais on a fait 6% de croissance organique entre 2019 et 2021, c'est notre rythme de croisière à 3%. Au niveau EBITDA, EBIT, on est à 5%, 10% de croissance. Et puis le résultat net récurrent qui a été triplé par rapport au premier semestre 2019. Donc tout est en ligne. Voilà. Mais avec quand même un bilan un peu contrasté. C'est-à-dire on est bien porté par les activités déchets, en particulier le prix des commodités. Et puis encore affecté dans le domaine de l'eau, notamment au niveau des zones touristiques. C'est pour ça que nous restons pas prudents, mais... Et pourquoi l'eau est moins, pas à la traîne, mais en tout cas pourquoi l'eau est moins performante que le reste des activités? C'est essentiellement dans les zones touristiques en fait. Sur le premier semestre, on a eu toutes les stations de ski par exemple en France qui étaient fermées. On est très présent sur la côte espagnole, la côte méditerranéenne, il y a moins de tourisme. Bon, voilà, donc on est encore avec des baisses de volume de 3-4%, mais c'est compensé par une très bonne tenue de nos activités déchets. Donc ce segment eau qui est un peu plus à la peine, quelle perspective en cette rentrée aussi pour toutes les activités, celle-là notamment? Alors, déjà, on a bénéficié d'une certaine façon dans le sud de l'Europe d'une météo plus que favorable. C'est plutôt un phénomène de canicule, un peu moins en Europe. Et je pense que ça va remonter progressivement au fur et à mesure de la reprise des échanges et en particulier du tourisme et de la réouverture des pays, ce que nous pouvons escompter dans les mois et les années qui viennent. Et sur les zones qui surperforment, parce qu'on entend souvent la Chine est largement en avance, ça rebondit, les États-Unis aussi, l'Europe un peu plus à la traîne. C'est pareil aussi chez vous dans vos activités? Les États-Unis, très bien. On a vraiment une dynamique qui est forte. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on n'a pas eu de décalage dans notre courbe de croissance. Il y a eu le trou d'air de 2020 et on est revenu sur notre tendance des 5-6 dernières années. Donc les États-Unis... vraiment une très forte activité. Par contre, on sent que la Chine performe bien, mais n'est pas au niveau historique. Et je pense que c'est lié aussi au ralentissement des échanges, en fait. Est-ce qu'on peut dire que ces bons résultats, c'est aussi donc la transformation de Suez qui porte ses fruits, et sans vouloir remuer un peu le couteau dans la plaie, ça veut dire que votre plan stratégique était manifestement le bon? Sans vouloir, Oui, notre plan stratégique, c'était avec le fruit d'une conviction, ma conviction sur l'avenir de nos métiers, les questions de comment être plus performant pour nos clients, être aussi plus performant d'un point de vue financier. C'était d'ailleurs ce qu'on reprochait un peu à Suez, c'était d'avoir à la fois réussi à faire une croissance assez forte, en particulier avec des acquisitions, mais d'avoir eu une dégradation de ces ratios financiers, que ce soit sur le résultat net ou sur l'endettement. Et donc un des enjeux de notre plan stratégique, c'était de se repositionner pour créer de la valeur, et en particulier pour nos actionnaires. Et donc les résultats de cette année valident totalement le plan stratégique. Vous surperformez le marché? Je ne sais pas comment quand les marchés, c'est des concurrents, on peut vous benchmarker par rapport aux autres? On est sur la crête haute en termes de croissance, oui, et de rentabilité aussi. Oui. Un petit mot du calendrier, encore une fois, avec le rapprochement et l'OPA de Veolia, la fin de l'OPA encore une fois, et la naissance du nouveau Suez. Tout est toujours calibré pour fin 2021 ou il n'y a pas un retard particulier? On est dans les clous? On est dans les clous pour l'instant. Alors à la fois sur l'opération, aujourd'hui, ce qui est sur le chemin critique, c'est les autorisations des autorités antitrust. Qui aurait dû tomber cet été, une autorisation qui n'est pas tombée, qui pourrait intervenir au mois de septembre? En fait, ce qu'il y a, c'est un dialogue avec la Commission européenne. Donc on est en phase de pré-notification, de façon à pouvoir apurer le maximum de sujets, régler le maximum de sujets avant de faire la notification formelle qui aura lieu effectivement à la rentrée, septembre-octobre, avec toujours l'objectif d'avoir
une réponse définitive d'ici la fin de l'année, vers la mi-décembre, ce qui permettra de clôturer. Qui pourrait conditionner encore une fois la commission, l'antitrust, son accord à d'éventuelles cessions. Et là, pour le coup, il y a une zone de flou où c'est à peu près... On sait à peu près où on va. Il y a quelques actifs sur lesquels il y a encore voilà. des questions qui sont posées. Il n'y a pas de décision qui est prise encore. Et donc ça, on le saura dans les semaines qui viennent. Mais bon, il y a des mécanismes qui ont été prévus dans l'accord de rapprochement pour pouvoir gérer ces situations. Et puis, comme vous le mentionnez, en parallèle, il y a la création du nouveau Suez. Donc avec à la fois tout le travail technique de séparation du groupe au niveau des activités. Il y a aussi toute la question du siège de Suez. Pour vous donner une idée, on a à peu près 1200 personnes en fonction centrale, donc à la fois des fonctions support, mais aussi nos fonctions par exemple de recherche et développement, nos activités de construction. Et il y a à peu près 400 collaborateurs qui rejoindront le groupe Veolia, 800 qui resteront avec le nouveau Suez. Donc là, on rentre dans la phase Donc il n'y a plus d'incertitude aujourd'hui pour les collaborateurs. On rentre maintenant dans la phase nominative, c'est-à-dire que pour l'instant, on était sur des concepts d'employés, de nombre de salariés dans nos discussions. Maintenant, vont rentrer à partir du mois de septembre les choix individuels de chacun, de rejoindre soit l'un, soit l'autre, ou de décider de faire autre chose de son activité professionnelle. Donc tout ça est bien lancé. Il y a tous les aspects informatiques et là aussi nous sommes en ligne par rapport au calendrier de fin d'année. La question de votre successeur est toujours, encore une fois, en suspens. On sait que la nouvelle directeur général sera finalement recruté en externe. Pourquoi ne pas avoir choisi un talent en interne? C'était, je crois aussi le souhait de la Caisse des dépôts et je crois le vôtre aussi. D'abord, c'est pas tout à fait un successeur, parce que c'est pas tout à fait la même entreprise. Voilà, donc, du nouveau Suez. Voilà, donc du nouveau Suez. Donc il y a effectivement une première phase qui a été faite avec des candidats internes. Donc nous avions effectivement avec Philippe Varin et l'ensemble du conseil d'administration plutôt préconisé un choix interne, parce que nous avions de bons candidats et c'est aussi ce qui permettait de faire un départ lancé le plus rapidement possible. Ça n'a pas été retenu, mais par contre, Meridiam, GIP. Par contre, ils ont sécurisé deux des personnes qui étaient dans la liste finale, qui n'auraient pas réussi à s'entendre, dit-on, et au final qui voulaient prendre le pas l'un sur l'autre, et donc finalement c'est un peu comme la primaire dans la présidentielle. On demande aux candidats de se mettre d'accord. Voilà, donc écoutez, ça fait partie. Par contre, ils ont eu l'intelligence effectivement de décider de travailler ensemble maintenant que le consortium a pris ce choix d'aller chercher quelqu'un qui sera nommé. Et aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent de l'essentiel des questions liées à la mise en place du nouveau Suez. Cette nomination du nouveau directeur général, ou nouvelle directrice générale, est-ce que c'est imminent? C'est un processus qui a pris un peu de retard ou c'est imminent? On va le savoir là au mois de septembre. J'ai pas eu de nouvelles récentes. Je dois reprendre contact avec le consortium là dans les jours qui viennent pour savoir là où ça en est. Bon, on s'était croisés à Aix, c'était au mois de juillet lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je vous demandais si vous saviez comment se dessinait votre futur en dehors du groupe, parce que c'est votre choix. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair à tête reposée après les vacances? Le fait, c'est qu'il y a énormément d'activités passionnantes, en particulier tout ce qui est lié à l'environnement. Avec l'été que nous venons de vivre, et on voit bien sur l'ensemble des continents l'accélération de l'impact du changement climatique. On est vraiment dans une phase de rupture. On voit aussi le rapport du GIEC qui a été publié. Donc l'urgence est de plus en plus prégnante et ça a été pour moi une carrière essentiellement dédiée à ces métiers de l'environnement. Donc il y a énormément dans ce secteur-là. Oui, j'aimerais. Ça serait mon choix. Oui, parce que c'est une passion, c'est une vraie passion. Il y a énormément de choses. Alors, d'une certaine façon, l'ensemble des activités économiques vont devoir accélérer leur mutation, que ce soit à la fois pour décarboner leur activité, mais aussi s'adapter au manque d'eau, au manque de ressources. Parce qu'on parle beaucoup de panneaux solaires, d'éoliennes, mais tout ça, c'est des ressources supplémentaires. Je crois que c'était Philippe Varin qui me disait qu'en gros, pour pouvoir mener à bien la décarbonation de l'économie, il faut consommer à peu près la même quantité de ressources que celle qui a été consommée depuis le début de l'ère industrielle. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont devoir être faites différemment, en particulier sur le recyclage des déchets, etc. Donc il y a énormément de sujets, ça touche l'ensemble des secteurs d'activité. Avec une extraction qui est nocive, c'est intéressant, c'est que pour réussir cette transition énergétique, et donc avoir un monde sans pollution, sans carbone, il faut une quantité mais colossale de métaux. Alors je ne vais pas tous les citer, mais c'est le lithium, le nickel, le manganèse, que vous connaissez ça mieux que moi. Et l'extraction, on le sait, est nocive pour l'environnement. C'est quand même assez problématique quand on fait la balance de tout ça, en se disant qu'il y a aussi la limite physique de ces gisements de métaux.
Tout à et fait. la quantité d'eau qu'il faut aussi, voilà, parce que souvent mais l'extraction se font dans des mines, dans des endroits du monde où il y a des tensions hydriques. Donc il y a la question aussi de l'eau, des besoins en eau, ce qui d'ailleurs peut être aussi un business pour Suez. Il y a plusieurs questions en même temps. Ah oui, mais je pense qu'il y a... Enfin, peut-être une autre façon de le prendre, c'est que nous avons fait l'effort de rentrer dans la taxonomie européenne et nous sommes fixés en tant qu'entreprise la neutralité carbone à horizon 2050, une baisse de 45% à horizon 2030. Et quand on commence à rentrer effectivement de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe comme Suez qui a des activités émettrices de carbone, par exemple la valorisation énergétique des déchets, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de changement de business model et de pratique, c'est assez fascinant. Donc, je pense que l'ensemble des industries vont devoir passer par là. Et j'entendais par exemple hier sur une radio publique française le fait que pour arriver à neutraliser le bilan carbone pour créer une voiture électrique, pour une petite voiture électrique, il faut rouler entre 30 000 et 40 000 km par an. Pour compenser l'émission de carbone liée à la création de la petite voiture qui a peu d'autonomie, et que pour les grandes berlines hybrides, il n'y a jamais de compensation du bilan carbone pour la créer. Alors, je vais vérifier cette information, mais enfin bon, ça donne quand même, ça pose de vraies questions sur comment mener à bien cette transition environnementale et énergétique. D'accord. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Bertrand Camus, directeur général de Suez, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci.